Podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue, psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Nous avons parlé dans les 2 derniers podcasts de l'infidélité. Donc, du point de vue, en fait, de la personne qui a trompé, qu'est-ce qui pousse la personne à avoir une infidélité dans sa relation. Après ça, on a parlé dans le 2e podcast des conséquences que ça amène sur la personne qui a été trompée, qui a vécu, dans le fond, l'infidélité. Et dans ce podcast-ci, nous allons parler de comment on récupère en fait d'une infidélité ou quelles sont les différentes options qu'il peut avoir suite à une infidélité dans un couple. Comme toujours au podcast Raviver le désir, nous voulons recevoir vos commentaires, vos suggestions, insultes par rapport à notre podcast. Si vous voulez nous écrire à info@lesexologue.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site internet lesexologue.ca pour nous envoyer vos suggestions ou aller voir toutes nos ressources qu'on offre à nos auditeurs. Donc, comme je l'expliquais tantôt, nous allons parler aujourd'hui dans le podcast de comment on récupère en fait, comment on peut justement retrouver la confiance dans une relation suite à une infidélité ou quelles sont les différentes options ou les différentes dynamiques qui se développent en fait habituellement concernant une infidélité. Donc, généralement, il y a à peu près 4 dynamiques là, générales, puis évidemment, il y a une panoplie de différentes situations qui peuvent se présenter, mais il y en a généralement 4 dynamiques qui ont tendance à se passer. Donc, généralement, il va en avoir une qui, par une de ces dynamiques-là, il va y avoir la situation de crise, il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de pleurs, d'émotions, questionner peut-être la relation, mais les gens vont rester ensemble. Donc, malgré que l'infidélité est une des raisons principales pourquoi les gens mettent fin à une relation, en fait, la majorité des gens restent ensemble suite à une infidélité, surtout dans des relations qui sont de longue durée et relativement sérieuses, parce que l'engagement qui est impliqué en arrière de ça, de mettre fin à une relation, peut être particulièrement compliqué, difficile, déchirante, et donc la majorité des gens finissent par rester ensemble. Et donc, il y a 2 catégories ou 3 catégories de personnes qui restent ensemble. Donc, la première, c'est qu'il va y avoir une période de crise, mais après ça, il va y avoir comme un calme où on va arrêter en fait de parler de l'infidélité, mais qu'on n'a pas nécessairement réellement traité les enjeux sous-jacents à l'infidélité. On n'a pas vraiment abordé les sujets qu'on avait besoin d'aborder pour reconstruire la confiance. Donc, les gens, en fait, mettent un peu sous silence finalement l'infidélité pour justement être en mesure de maintenir la relation intacte parce que revenir sur l'infidélité, soit devient trop combatif, on s'ostine trop, ça fait trop vivre d'émotions désagréables, de la colère, de la rage, de l'incompréhension, le manque de confiance. Et donc, à un moment donné, tout ça s'apaise avec le temps, mais elle s'apaise on évite parfois en fait le sujet, les blessures qui ont été créées. On est juste comme un peu finalement tanné de revenir peut-être sur la situation où on voit qu'on ne sait pas quoi faire en réalité avec la situation, donc ça devient un peu mort. Donc, il n'est pas rare que les gens, des fois, me consultent plusieurs années après pour d'autres raisons, des difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur relation, me parlent de leur infidélité de façon un peu brève pour que finalement, en fait, on réalise que ça n'a pas vraiment été tant traité que ça. Les enjeux sous-jacents n'ont pas été abordés et on a mis ça un peu sur silence et ça a créé tranquillement d'autres enjeux, des distances dans la relation qui ont miné en fait à plusieurs conflits et qui ont miné finalement à d'autres problématiques qui là les amènent à consulter, mais ils n'ont pas consulté par rapport à l'infidélité, n'ont pas peut-être travaillé l'infidélité, ou même sont allés parfois voir un thérapeute, mais pour toutes sortes de raisons, certains enjeux de l'infidélité n'ont pas été traités et on a mis ça sous silence qui a amené d'autres conséquences. Celle là, qui est probablement la plus simple à décrire, c'est que les gens décident de mettre fin en fait à leur relation. Donc pour certaines personnes, suite à avoir peut-être tenté de travailler ça ou même d'avoir mis fin immédiatement à la relation. Donc il y a des gens que leur relation se termine à ce moment-là. C'est la raison principale pourquoi les gens se séparent, se divorcent, malgré que la majorité des gens qui ont vécu une infidélité restent ensemble. C'est la raison pourquoi les gens se quittent le plus souvent dans les relations
significative. Donc, les gens finissent par terminer en fait la relation, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les blessures, les enjeux ont été guéris. Donc, il y a des gens qui vont aller en thérapie peut-être individuelle, travailler ces enjeux-là de confiance, peut-être la jalousie, la possessivité, les craintes de l'engagement que ça l'a pu susciter. Il y a des gens qui vont se séparer, ont l'impression que si je me sépare, ça règle le problème, mais souvent, ça ne règle pas le problème. Il y a des enjeux qui vont se créer parfois dans d'autres relations. Et parfois, ces gens-là viennent consulter en couple parce que là, dû à des anciennes infidélités dans d'autres relations, ça impacte maintenant les nouvelles relations, soit au plan sexuel ou au plan relationnel, surtout au niveau de la confiance, la jalousie, la possessivité qui peut ressortir ou la crainte de l'engagement. Puis il y a des gens qui, suite à avoir suivi une thérapie de couple, ont travaillé les enjeux à l'égard de l'infidélité, mais décident quand même de se quitter. Donc, il y a une période de réflexion finalement en thérapie de on veut-tu ou pas garder la relation. Et certaines personnes finissent avec la conclusion de mettre fin à cette relation-là, soit de façon peut-être amicable, de façon sereine, parce qu'ils ont fait le travail nécessaire pour prendre cette décision-là, qu'ils ne pouvaient pas vivre avec quelqu'un qui avait causé une infidélité. Et parfois, c'est la personne aussi qui a été infidèle qui décide de mettre fin aussi à la relation. Ce n'est pas toujours la personne qui a été trompée qui met fin à la relation. Parfois, c'est la personne qui est infidèle qui réalise qu'ils ne sont plus en amour, qui ne désirent plus leur partenaire, qui sont plus satisfaites dans cette relation-là. Il y a trop de frustration. Et dans le fond, l'infidélité était seulement là, la goutte qui a fait déborder le vase pour mettre fin finalement à cette relation-là de façon permanente. Les deux autres situations, donc on en a une où les gens restent ensemble, ne règlent pas en fait les conflits ou les enjeux sous-jacents à la relation, mais au contraire des autres qui restent un peu dans un environnement un peu collusif où on reste ensemble, mais on a fini un peu par mettre ça en dessous du tapis, eux en fait au contraire le ressortent constamment. Ça revient en fait une raison, en fait, dans tous les conflits de ressortir. Ouais, mais si tu ne m'avais pas trompé, on ne serait pas ici aujourd'hui. Ouais, mais toi, tu m'as trompé, donc ça l'excuse des comportements que moi j'ai en ce moment. C'est normal que je sois à bout parce que tu m'as trompé. Fait que des fois, l'infidélité, en fait, devient une forme de justification ou d'excuse à toutes sortes de comportements désagréables, inadéquats de la personne, en fait, qui s'est faite tromper. Et ça peut durer là, des années. On peut ressortir, raviver, en fait, la colère, la rage, la tristesse, l'émotivité en lien avec l'infidélité. Soit en partie parce que la personne qui a été trompée ne fait pas le travail qu'elle a besoin ou qu'il a besoin de faire pour être en mesure de passer à autre chose, pour retrouver la confiance, de prendre le choix aussi de rester avec cette personne-là. Ou parfois, c'est l'autre partenaire qui a été infidèle, ne fait pas nécessairement le travail nécessaire pour reconstruire, rebâtir et ressortir de cette relation-là plus fort, si vous voulez, ou de reconstruire quelque chose de plus positif. Donc, des fois, ça peut être les deux, des fois, ça peut être un ou l'autre. Évidemment, la personne qui a vécu l'infidélité n'est jamais, comme je disais dans les autres podcasts, responsable comme telle, mais une infidélité fait ressortir quand même des enjeux qui sont personnels à soi. Et si on ne fait pas le travail que ça suscite une infidélité, bien c'est sûr que ça va miner en fait là, la dynamique relationnelle, même si parfois l'autre a peut-être fait le travail nécessaire. Si l'autre n'est juste pas capable de pardonner l'autre, ne veut pas pardonner l'autre parfois, bien c'est sûr qu'on va réutiliser finalement cette infidélité-là pour toutes sortes de justifications là, par la suite. Parfois, la blessure est tellement profonde que la personne a juste de la difficulté à récupérer de la situation et ça fait en sorte qu'on ressasse finalement sans cesse les insécurités, les émotions, la trahison de façon fréquente, là, soit pendant des conflits qui n'ont pas rapport à ça ou qu'on a des flashbacks de la situation. À chaque fois que notre partenaire prend son cellulaire, on ravive quelque chose. Toutes les fois que l'autre il va à l'extérieur sans nous, on est inquiet, on se questionne, on refouille constamment, on est tout le temps à la recherche, on interroge constamment notre partenaire pour savoir s'il nous trompe ou elle nous trompe une autre fois. Donc, il y a vraiment là, une dynamique qui peut durer là, parfois 15-20 ans là, où on ne règle pas en fait cette situation-là. Puis pour toutes sortes de raisons, ces gens restent là ensemble. Parfois, la personne aussi qui a été trompée a souvent l'impression qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas partir de la relation pour des raisons financières, familiales, parfois d'une forme de dépendance aussi émotive.
mais ils ne sont pas capables de passer par-dessus cette situation-là. La dernière et l'option peut-être la plus souhaitée, c'est de reconstruire finalement cette relation-là, malgré que la décision de vouloir mettre fin aussi à la relation de façon sereine, même après une infidélité, est quand même un très bon signe de maturité. Mais souvent, les gens veulent quand même peut-être rester en couple et justement de construire quelque chose de nouveau. Et puis souvent, en fait, l'infidélité peut être ça. Ça peut être un genre de booster, en fait, si vous voulez, à grandir, à faire de la croissance personnelle, à prendre la maturité relationnelle, sexuelle de son couple. C'est souvent un son de cloche parce que ça fait, l'infidélité est souvent due à des causes relationnelles. Parfois, ce n'est pas le cas, mais des fois, ça ravive ou ça met en évidence là, des problèmes qu'il y avait de part et d'autre dans le couple par rapport aux difficultés relationnelles et sexuelles. Et donc, c'est ces gens-là qui veulent reconstruire, qui vont chercher de l'aide, qui lisent, qui écoutent des podcasts sur la situation, qui veulent apprendre à ressortir finalement de cette situation-là plus fort. Ben, il y a des gens qui réussissent à faire ça. Donc, l'infidélité n'est pas nécessairement juste détrimental ou négatif. Évidemment, je ne propose pas aux gens une infidélité pour changer des dynamiques dans leur couple parce que le traumatisme émotionnel que ça cause, la trahison, la blessure émotionnelle, c'est clairement pas le chemin qu'on veut prendre. On peut faire ce cheminement-là sans nécessairement passer là, par le désagrément qui vient avec l'infidélité, mais il y a des gens parfois qui passent par ces sphères-là. Donc, il ne faut pas que ça devienne non plus une excuse de comme ouais, mais si je n'avais pas eu l'infidélité, tout ça, on n'aurait pas déroulé. Non, ce n'est pas une excuse pour dire que l'infidélité a eu des bénéfices, mais on peut en retirer des leçons une fois que ça l'a eu, mais ça ne veut pas devenir une forme de justification pour l'avoir faite ou en faire une, en fait. Là, de faire hey, j'ai entendu là, un sexologue, psychothérapeute sur un podcast dire que ça pouvait raviver notre couple puis on pouvait passer à une autre étape. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que s'il y a eu cet événement-là, il y a une façon de récupérer et de travailler, en fait, là, en amont, en fait, sur cette situation-là. Mais comment, en fait, ou qui sont les couples qui réussissent à faire ça? Mais c'est les gens qui vont vouloir regarder, en fait, les enjeux de leur couple. C'est quand les deux partenaires vont décider de se confronter soi-même, pas l'un et l'autre, mais soi-même, en fait, sur leurs enjeux sexuels, relationnels, le manque de maturité qu'il peut avoir à certains égards. Comment parfois la personne aussi qui a été trompée a mis de côté en fait la relation, a arrêté de répondre en fait aux besoins sexuels, affectifs, amoureux de leur partenaire parce qu'ils se sont justifiés que c'était plus nécessaire, qu'ils pouvaient prendre l'autre pour acquis, qu'ils n'allaient pas vraiment finalement vivre de conséquences dans le statu quo en fait de la relation, malgré que l'autre pouvait peut-être nommer ses insatisfactions, pouvait même menacer en fait d'une infidélité ou souligner en fait la possibilité d'une infidélité. Encore là, jamais la responsabilité de la personne qui a été trompée, mais la trahison qu'on peut avoir dans un couple n'est pas seulement à travers l'infidélité, elle peut aussi se faire par la personne qui a laissé aller aussi la relation. Là, évidemment, la personne qui a été infidèle et qui a décidé de faire ça aurait pu choisir de mettre fin à la relation à la place d'être infidèle. La personne qui a été infidèle a peut-être effectivement nommé ses insatisfactions, les frustrations, la peine, la tristesse qu'ils pouvaient avoir, mais est-ce qu'ils l'ont fait de façon constructive? Donc, si on fait juste se plaindre, en fait, j'ai pas de sexe, j'ai pas de sexe, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas l'affection, j'ai pas ci, et donc là, je me sens justifié d'aller tromper mon partenaire, soit par vengeance, soit par un je m'en foutisme des dommages collatéraux sur ma partenaire, la famille, l'entourage, etc., et toutes les conséquences subséquentes et les dommages collatéraux que ça peut avoir. C'est sûr que si je ne suis pas constructif dans la manière que je veux travailler notre couple, que je suis juste en train de pointer du doigt les manquements de la relation, que moi-même, en fait, je n'ai pas regardé comment, moi aussi, je prends peut-être pour acquis les besoins de mon partenaire, que moi non plus, en fait, je ne donne pas le goût à mon partenaire de répondre à mes besoins. C'est un peu difficile après ça de justifier, de dire oui, mais j'ai fait un cri à l'aide, ça n'a pas fonctionné, j'ai été infidèle, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a changé le couple. Non, c'est vraiment de reconnaître, est-ce que j'ai vraiment réellement, en fait, mis les efforts nécessaires pour travailler le couple et j'avais l'impression de me buter contre un mur malgré la manière constructive que je pouvais l'amener, que je me suis moi-même regardé avant de faire ça et de me questionner aussi, mais pourquoi en fait je n'ai pas mis peut-être fin à la relation?
plutôt que d'être infidèle. Si j'étais satisfaite au point que je voulais me venger contre mon partenaire ou que, en fait, je m'en foutais des conséquences, on aurait pu se questionner sur, mais pourquoi pas juste mettre fin à la relation? Donc, ça, c'est un des processus que la personne qui est infidèle doit faire. C'est comment, en fait, comment je me suis rendu à ce point-là? Comment est-ce que j'ai justifié l'infidélité? Quelles en étaient les intentions? Quelles conséquences que je prévoyais? Et encore une fois, on voit toujours, en fait, on estime toujours les conséquences qu'une infidélité va avoir. Évidemment, on ne peut pas tout savoir comment ça va se passer, se dérouler, mais on a quand même jugé, en fait, de certaines conséquences. On le sait très bien, en fait, qu'une infidélité peut souvent mener à une rupture, peut mener en fait à des blessures sévères chez l'autre personne. On ne vit pas en dessous d'une roche, dans une caverne où on n'est pas du tout au courant quels sont les impacts d'une infidélité. La personne qui est infidèle cache l'infidélité parce qu'elle sait très bien en fait les impacts que ça va probablement avoir sur la relation, sur eux et chez les autres. Par contre, souvent les personnes qui ont été infidèles ne veulent pas, eux, vivre en retour les conséquences, vont peut-être rapidement faire leur mea culpa, s'excuser, dire que ce n'était pas leurs intentions de blesser l'autre, malgré qu'ils savaient très bien que ça serait le cas, vont rapidement vouloir passer à autre chose et que l'autre leur refasse confiance. Et quand on est dans ce genre de dynamique-là, d'un ou une partenaire qui veut rapidement qu'on l'excuse parce qu'elle s'est excusée, qu'elle a donné toutes les informations que l'autre demandait, ça ne fait pas en sorte que l'autre arrête de souffrir. Donc, les excuses, en fait, la demande de pardon, en fait, ne se fait pas au début du processus. Il se fait, en fait, à la fin. Quand j'ai été pleinement transparent, quand j'ai vraiment pris le temps de me confronter, de reconnaître mes torts, de regarder comment j'ai justifié, en fait, l'infidélité et comment je me suis senti aussi de le faire. Et souvent, dans une infidélité, la personne ne se sent pas nécessairement mal, ne se sent pas particulièrement coupable, en fait, ou honteuse. Malgré que c'est souvent le discours qu'on va entendre, ces gens-là, en fait, comprennent très bien que c'est un peu la réponse politically correct, puis la réponse à donner finalement à leur partenaire pour apaiser un peu la situation. Et ça paraît mieux aussi de dire, ben oui, je m'excuse, je sais pas ça que je voulais faire, j'ai pas réalisé l'impact que ça pouvait avoir, versus non, j'ai vraiment profité de mon infidélité, puis j'ai vraiment eu du fun à le faire. Tu sais, voir, j'étais dans de la vengeance, puis j'apprécie même la souffrance que ça a pu te causer. C'est généralement pas le genre de choses, en fait, qu'on veut dire à son partenaire, surtout après une infidélité. Souvent, après une infidélité, les gens infidèles donnent aussi au compte-gouttes, en fait, de l'information. L'autre interroge, questionne, puis l'autre va mettre en question, là, mais c'est quoi la pertinence que je réponde à ça? Ils vont dire les choses à demi-vérité, vont vouloir, tu sais, ils paraissent déjà pas bien d'avoir été infidèles, mais ils ne veulent pas en plus donner toutes les informations peuvent être très péjoratives, genre est-ce que c'est quelqu'un que je connaissais? Est-ce que tu l'as fait dans notre chambre, dans notre lit à nous autres? Quels ont été les moments peut-être significatifs où tu l'as fait qui pourrait complètement changer comment je perçois notre couple. Par exemple, tu l'as fait pendant que j'étais en voyage. À un moment donné, tu m'as laissé au chalet avec les enfants, puis toi, tu as eu les relations sexuelles extra-conjugales pendant que moi, j'avais toutes les difficultés, les responsabilités familiales pendant que toi, tu t'amusais avec ton amant ou ton amante. Donc, tout ça, en fait, ce sont des informations qui peuvent fâcher, blesser, augmenter la trahison, briser encore plus la confiance, mais au contraire, en fait, de la briser davantage, malgré que ces informations-là peuvent être douloureuses, elles peuvent avoir l'impact, en fait, de pouvoir refaire confiance. Parce que si, suite à l'infidélité, je continue, en fait, à donner de l'information au compte-gouttes, à masquer en fait toutes sortes d'informations, comment je me suis senti ou les réelles raisons qui m'ont poussé à ça, que je ne prends pas la responsabilité, comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu continues en fait à me mentir, à camoufler, à détourner en fait la vérité, puis après ça, tu me dis d'une façon un peu gaslighting, tu devrais me faire confiance, mais je continue en fait à te mentir. Donc la transparence sur les informations pertinentes sont essentielles pour retrouver la confiance avec son partenaire qui a été infidèle. Si on continue à ne pas être pleinement transparent, ce n'est pas aidant. Mais là, quelles sont les questions qui sont importantes à savoir? Les actes sexuels, par exemple. Donc, c'est souvent quelque chose que les gens veulent savoir. Quelle position vous l'avez faite?
à quoi elle ou lui avait de l'air. Donc, plein de détails, en fait, qui font juste donner une image, en fait, des infidélités qu'il a pu avoir, qui ne sont pas nécessairement tout le temps pertinents. Surtout, par exemple, tous les détails de, tu sais, combien de fois tu vas lui écrire ou je veux voir ton téléphone, je veux voir toutes les communications. Puis là, tu vois tout, en fait, dérouler, en fait, leur conversation. Ça peut être moins pertinent. Mais les circonstances, par contre, le contexte, la signification de l'infidélité a beaucoup plus de poids, en fait, dans le cheminement de la guérison. Donc, comment tu t'es senti, en fait, pendant que tu étais infidèle? C'est quand le moment et pourquoi tu as décidé de sauter la clôture? Quel bénéfice t'en as retiré? Est-ce que cette personne-là répondait à des choses que dans notre couple, en fait, ce n'était pas répondu? Est-ce que tu l'as fait sous le coup de la frustration? Est-ce que c'était quelque chose qui était dûment planifié quand ça l'arrivait? Comment est-ce que tu devais te sentir quand tu revenais à la maison et tu devais me mentir, en fait, en pleine face de ce que tu venais de faire, que tu avais, je ne sais pas, moi, couché avec ton ou ta collègue en me disant que tu revenais, le chiffre de travail finissait plus tard, il y avait des urgences à la dernière minute, puis finalement, en fait, tu me laissais encore une fois avec les responsabilités familiales ou tu me laissais seul à la maison pendant que toi, tu avais du fun avec une autre personne au plan sexuel ou amoureux. Quelles étaient les qualités que cette personne-là pouvait avoir? Donc, pas nécessairement dans la comparaison pour que la personne qui s'est fait tromper, en fait, se compare à la baisse, mais de comprendre qu'est-ce que cette personne-là t'a offert, en fait, qui n'était pas dans notre relation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'avais ou que j'offrais et que j'ai arrêté d'offrir? Que je dois reconnaître aussi peut-être ma part de responsabilité dans qu'est-ce qui a mené ou qu'est-ce qui peut expliquer en partie ce désir-là, en fait, de tromper. Et tout le cheminement aussi par rapport à la personne qui a été trompée, quelle est la signification pour vous, en fait, de cette infidélité-là? Qu'est-ce que ça dit de votre valeur, par exemple? Est-ce que vous le prenez personnel? Est-ce que vous sentez que c'était une attaque à qui vous êtes, que vous commencez à vous comparer, compétitionner contre d'autres personnes ou contre l'amant ou contre l'amante que cette personne-là a eu ou les amants, amantes que cette personne-là a pu avoir? Et donc, c'est ça le travail parfois plus personnel, individuel de la personne qui a été trompée. C'est que souvent, ces gens-là, en fait, se sentent diminués et dévalorisés par rapport, en fait, à une action que leur partenaire a posée. Et c'est pour ça que je reviens toujours, ce n'est jamais la responsabilité de la personne qui a été trompée, même si cette personne-là a pu trahir la relation de d'autres façons, a pris pour acquis l'autre personne. Cette personne-là a quand même un travail à faire sur la valorisation qu'elle s'accorde. Est-ce que justement, elle a arrêté de s'investir dans la relation, dans la sexualité parce qu'elle ne se sentait pas compétente? Qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas amener de la variété, elle ne pouvait pas amener du plaisir, qu'elle, de son côté, elle était frustrée. Donc, elle ou lui se sentait justifié aussi de ne pas répondre à des besoins de l'autre personne, de même être parfois méchant avec l'autre personne, qu'elle aussi ou lui aussi était dans la vengeance, mais juste pas à travers, en fait, l'infidélité. Et donc, cette personne-là doit aussi se confronter sur comment, en fait, ses propres comportements ont pu aussi avoir des effets détrimentaux sur l'autre. Mais encore une fois, ça ne vient jamais justifier l'infidélité. Tout comme, en fait, cette personne-là qui avait des comportements peut-être inadéquats, désagréables envers leur partenaire, ne sont pas justifiés parce que l'autre ne répondait pas à certaines choses dans la relation en retour. On a toujours le choix, en fait, d'être désagréable, constructif ou agréable, en fait, avec notre partenaire. Je vis des frustrations, je peux les exprimer, mais comment je les exprime sont fondamentales. Donc, la personne doit travailler sur ses propres enjeux à eux aussi. Est-ce que justement, on a délaissé la sexualité, on a arrêté d'innover, on a arrêté d'être créatif, et donc là, l'infidélité est un peu un son de cloche de « Hey, il y a quelque chose dans notre intimité sexuelle qui ne fonctionnait pas, puis on aurait dû le travailler, mais il n'y a personne qui l'a travaillé. » Et donc, le niveau, en fait, de différenciation, donc la différenciation, c'est notre degré de maturité relationnelle sexuelle qu'on va avoir dans notre couple. Et généralement, en fait, dans un couple, généralement, je vous dirais quasiment tout le temps, le degré de maturité relationnelle et sexuelle est le même entre les deux partenaires. Donc, la maturité relationnelle et sexuelle, c'est sur un spectre, sur
Oui, c'est ça, un spectre. Et puis, notre degré de maturité, hein, il est comme sur un crochet, si vous voulez. Là, on peut être plus mature d'un fois, moins mature d'autres fois. Puis, notre partenaire va être à peu près similairement là, dans le même crochet que nous. Donc, généralement, on n'est pas ici. Là, notre partenaire n'est pas là, puis nous, on est là. On peut avoir l'impression que c'est ça, mais souvent, en fait, l'apparence de maturité relationnelle et sexuelle de l'autre camoufle souvent quelque chose parce que l'autre, justement, a ses propres enjeux. Et quand on travaille les enjeux du partenaire qui paraît être plus immature au niveau relationnel et sexuel, finalement, on réalise que quand on travaille ça, les enjeux de l'autre vont ressortir. Donc, le degré, en fait, de maturité est relativement similaire entre les deux partenaires et l'infidélité ressort dans les couples où, justement, il y a ce manque de maturité relationnelle et sexuelle-là. Et c'est justement ça que l'infidélité met en lumière et qu'il faut aller travailler. Donc, généralement, ça nécessite d'aller en thérapie ou de faire des lectures par rapport à ça, de quels étaient les enjeux de chacun, le besoin du partenaire ou de la partenaire qui a été infidèle, qui avait besoin peut-être de se faire valoriser dans la sexualité, qui se sentait incompétent, incompétente, pas beau, pas belle dans leur relation. Donc, ils sont allés chercher ça ailleurs. Des gens qui ont besoin constamment d'attention, de flirter, d'être séduits, d'être désirés par plusieurs personnes et qui se maintiennent toujours dans des relations. Des gens qui ont peut-être peur de l'engagement, qui sabotent en fait la relation. Souvent, la personne aussi qui a été trompée vit justement très personnellement, en fait, se sent très dévalorisée par l'infidélité, ne se sent pas assez, en fait. Donc, si j'avais été assez, je n'aurais pas été trompé. Donc, se responsabilise, se culpabilise, en fait, de l'infidélité qu'il a pu avoir. Et donc, tous ces questionnements-là sont nécessaires à se poser, à discuter, à dialoguer entre les deux partenaires, avec ou sans thérapeute, selon le degré de connaissance et de maturité qu'on peut avoir. Donc, il y a des gens qui sont capables de se sortir d'une infidélité par eux-mêmes parce qu'ils ont fait un travail, ils sont déjà peut-être allés en thérapie dans le passé et donc sont capables de récupérer finalement cet événement-là. Mais la grande majorité du temps ont besoin d'être accompagnés parce que les enjeux sont souvent profonds du pourquoi en fait il y a eu une infidélité dans cette relation-là et c'est souvent dû à une forme d'immaturité en fait relationnelle et sexuelle qui doit être travaillée, parfois avec un aide d'un professionnel ou du moins par des lectures de professionnels qui vont pouvoir aider par rapport à ça. Il faut aussi faire attention, l'infidélité, c'est un sujet on discute vraiment beaucoup là, dans les médias. Il y a beaucoup de gens qui ont publié des livres par rapport à ça. Il faut faire attention des fois aux sources qu'on va avoir au niveau de l'infidélité. Il y a des gens qui vont écrire des livres, des articles, des blogs, qui vont passer même parfois là, à des émissions, qui vont faire des podcasts, puis ils vont parler de leurs propres expériences qui peuvent être tout à fait bénéfiques, mais qui ne sont pas nécessairement représentables. On a beaucoup de conceptions aussi de l'infidélité qui peuvent nuire en fait et qui sont parfois renforcées aussi par notre entourage, par les médias ou les gens qui font des travaux sur les infidélités. Il faut vraiment s'informer là où les sources sont vraiment de bonne qualité. Et ce n'est pas toujours évident, en fait, de savoir qu'est-ce qui est de la bonne qualité, qu'est-ce qui n'est pas de la bonne qualité, mais assurez-vous de savoir c'est quoi le background peut-être de cette personne-là, la personne qui a écrit le livre, d'où est-ce qu'elle sort ces informations-là, où elle a pris, en fait, aussi les mythes, les concepts qu'elle va sortir et les potentiels aussi préjugés ou compréhension de qu'est-ce qui mène aussi à l'infidélité. Donc, si vous avez vécu une infidélité, vous avez soit été la personne trompée, soit été la personne qui a été infidèle, puis que vous voyez que vous tombez dans une de ces catégories-là qui n'ont peut-être pas nécessairement encore travaillé ces enjeux-là, donc soit des infidélités du passé, puis que vous n'avez pas réglé par vous-même, ou que vous avez tendance vous-même à être régulièrement infidèle dans votre relation. De façon répétée, puis que vous ne réglez pas en fait ce problème-là et cette dynamique-là se répète d'une relation à l'autre, que vous avez un peu eu une période de crise, mais après ça, vous avez comme amadouillé la situation, mais vous n'avez pas réglé la situation, ou vous êtes peut-être en perpétuel conflit en fait par rapport à l'infidélité, on ressort ces mêmes affaires, on revient sur la situation, que le partenaire en fait qui a été ou la partenaire qui a été infidèle n'est plus capable d'entendre parler de ça, n'est plus dans l'accueil en fait de cette situation-là, repousse constamment, dit à l'autre d'aller chercher de l'aide, mais ne s'est pas plus responsabilisé à ces moments-là. Et ça, c'est vraiment un élément important là, que j'avais oublié de nommer. La personne aussi qui a été infidèle, souvent les conséquences, elle va les vivre en amont en fait des conséquences que l'autre va vivre. Et donc, la personne, souvent, va avoir des moments, en fait, un peu sporadiques de rage, de colère,
de tristesse, d'insécurité, de jalousie, de possessivité. Et l'accueil que la personne qui est infidèle va avoir va changer grandement comment la situation va se dérouler. Donc souvent, les gens qui ont été infidèles vont offrir un accueil au début, mais après quelques mois, années, souvent sont comme tannés en fait, puis ils veulent plus. Ils veulent passer à autre chose et c'est souvent le discours qu'ils vont avoir. Donc, je comprends pas, là, ça fait plusieurs mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'on parle de ça, pourquoi tu passes pas à autre chose? Je me suis excusé, j'ai plus rien à dire, je t'ai tout donné les informations. Et c'est ça qu'il faut réaliser comme personne quand on a trompé, c'est que les conséquences, souvent que la personne qui est infidèle, ce qu'elle va avoir, en fait, ce sont ces discussions-là qu'ils doivent se faire parfois à répétition, qu'ils doivent recevoir parfois la colère et la rage de l'autre personne. Évidemment, elle doit se faire de façon constructive et adéquate, mais parfois, l'autre, effectivement, est dans un état, une réactivité émotionnelle. C'est votre responsabilité aussi à être capable de l'accueillir et là, d'aider à tempérer la situation. Donc, si par exemple, la personne qui a été trompée part dans une réactivité émotionnelle, part dans une crise et dans une grande insécurité, puis il y a une certaine désorganisation au niveau émotionnel, on n'arrive pas à gérer, mais vous, en tant que personne, justement, qui a suscité un peu ces conséquences-là, votre accueil va faire toute la différence. Donc, est-ce que vous êtes dans la déresponsabilisation, vous êtes comme dans l'écœur en titre finalement d'entendre parler de ça, ou là de vous vivre finalement la conséquence de la réaction émotionnelle qui a été créée par vos agissements. Et donc, on peut par exemple accueillir de comme, tu sais, là je te vois, tu es dans un état difficile, je comprends, tu sais, pourquoi tu peux vivre ça. Là par contre, tu m'envoies beaucoup de colère, de rage. Je suis prêt là, à t'écouter, mais je sens que je vais avoir de la difficulté à rester dans la conversation si on ne tempère pas un peu finalement l'intensité là, des émotions. Mais je suis là, je suis prêt à t'écouter, puis prendre ma responsabilité ou de juste être là si tu as besoin de m'en parler. Et donc, de démontrer cette compassion-là, mais quand même mettre une certaine limite de comment aussi on exprime sa rage, sa colère. Donc, est-ce que ça se fait dans la vengeance, d'une façon punitive, d'une façon pour miner en fait à la relation, ou c'est un moment difficile pour l'autre? On a besoin de discuter. J'ai besoin de me sentir plus proche de toi. J'ai besoin de me sentir que tu m'en parles. Et donc, la même chose pour la personne qui s'est faite tromper. Donc, c'est vraiment de travailler sur, OK, oui, je sens une rage, je sens une insécurité, mais est-ce que je suis capable de m'auto-gérer là-dedans, mais quand même d'avoir un dialogue avec mon partenaire sur comment je suis en train de vivre cette situation-là. Et c'est ces moments-là de rapprochement, de compréhension, de collaboration, où ce que chacun responsabilise un peu leur gestion émotionnelle, mais il y a quand même en fait une discussion, un moment d'écoute, d'expression de ces émotions pour être en mesure justement de réparer tranquillement d'une fois à l'autre cette situation-là. Et à chaque fois qu'on a ces moments-là, on répare. Mais à chaque fois qu'on ne gère pas bien ces situations-là, bien, soit qu'on crée encore plus un schisme entre les partenaires ou on maintient finalement la problématique dans un statu quo qui n'évolue pas. Donc, j'espère que ces 3 podcasts-là ont pu vous aider justement à mieux comprendre les différents rôles, qu'est-ce qui mène les gens, comment justement s'aider soi-même dans les infidélités. Et puis que si vous avez besoin de l'aide plus approfondie, n'hésitez pas justement à aller chercher de l'aide auprès de professionnels qui vont vraiment pouvoir vous aider dans cette dynamique-là au niveau de votre couple. Merci d'avoir écouté le podcast une fois de plus. On prend toujours vos commentaires, vos suggestions de thèmes. J'en reçois de plus en plus, donc j'apprécie les gens qui nous écrivent pour nous proposer leurs idées et les commentaires aussi positifs qu'on reçoit. On est toujours ouvert aussi à la critique, toujours constructive. Tantôt, c'était une blague quand je dis de m'insulter, mais on apprécie toujours les gens qui commentent pour toutes sortes de raisons. Notre podcast, ça me fait plaisir, en fait, de faire le podcast. On se voit une prochaine fois à Raviver le désir.